Bon, d'accord. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance publique de la Commission de la sécurité et du développement social. Je me présente Catherine Boileau. Je suis présidente et je suis accompagnée de Mme Danielle Berthold, conseillère municipale, Jennifer Garfat, conseillère d'arrondissement, et nous avons en ligne et bientôt en présence Nancy Robichaud, qui est aussi conseillère municipale. Je suis accompagnée aussi au niveau de l'administratif de M. Martin Primo, qui est le directeur du service de protection contre les incendies. M. Patrick Roy, directeur adjoint au service de police de Sherbrooke, qui est accompagné de Philippe Bautre, qui est conseiller principal au service de police. Caroline Proulx, chef de division loisirs et vie communautaire, qui est accompagnée de Roxane Leduc-Hamel, qui est anciennement technicienne en loisirs à Brompton, mais maintenant agente professionnelle en loisirs. On vous la prête, là. Elle est trop bonne, on veut la garder. Et de Christine Lavoie, qui est conseillère en développement des communautés à l'OEDC. Bienvenue. Ensuite, nous avons le directeur général adjoint, Gaétan Drouin, qui nous rejoint aujourd'hui. Bienvenue. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et évidemment, tout cela ne serait pas possible si nous n'avions pas notre super secrétaire, Maître Julie Bourgeois. Donc, merci à tous d'être présents. La séance est maintenant ouverte. Donc, l'avis de convocation, tout le monde est présent, donc je l'adopte. L'ordre du jour. Désolée. L'ordre du jour vous convenait? Il va y avoir des modifications au niveau du temps des points, mais dans le fond, ça ne change rien au niveau des sujets dont on va discuter aujourd'hui. On a un ordre du jour qui est vraiment très chargé aujourd'hui, donc si on peut diminuer un petit peu le temps des présentations, ce serait très, très apprécié. Donc, voilà. Ensuite, donc l'ordre du jour vous convenait? Madame la présidente? Oui. Excusez, mon micro était fermé. Excusez, je manque de souffle, mais est-ce qu'il serait possible de faire changer, excusez-moi, l'ordre des dossiers pour qu'on voit la politique de sécurité routière en premier? Excusez, j'ai couru presque. Afin d'être sûr de ne pas manquer de temps et puis un peu comme je vous avais demandé. Oui, non, mais en fait, Mme Robichaud, c'est plus la partie huis clos qu'on va modifier. Fait que pour la mais séance... on va avoir assez de temps aussi oui. en public. Oui. Parce que moi, ma crainte, c'est ça. Là. Non, il y a eu c'est un dossier qui est plus important. Là. Il y a eu des discussions, mais vous n'étiez pas là, mais oui, tout est beau. OK. Bon, ben ça veut dire que ça sera un huis clos qu'on va changer? C'est la partie huis clos, oui. Bon, ben parfait. J'arrive de toute façon. Il y a des temps aussi sur certains sujets qui ont été diminués, donc on est correct. Parfait, merci. Merci. Reprenez votre souffle. Oui, c'est ça. OK. Est-ce qu'on doit faire ça tout de suite, le dire pour l'inversion des sujets? On le fera à huis clos. Donc, l'ordre du jour, vous convenez? Excellent. Madame la présidente? Oui? C'est Madame Dauphinet. Oui? Je voulais juste savoir, pouvez-vous me dire à quelle heure va avoir lieu justement le débat là, sur la vitesse dans les rues et la politique là, sur la vitesse? Le débat est en atelier de travail en huis clos. Donc, c'est après la séance publique. Puis la première question de la politique en matière de sécurité routière, attendez, dans l'ordre du jour, c'est à 2h30. 2h30. Puis le huis clos, les élus, est-ce qu'on peut y assister? C'est l'atelier de travail, donc c'est juste les membres de la commission. C'est bon? Donc, l'ordre du jour vous convenait, mesdames? OK. Donc, merci. Merci. Ensuite, on serait rendu à notre premier sujet, qui est donc le portrait de la pauvreté et de l'exclusion sociale à Sherbrooke. Donc, dans le cadre de la nouvelle entente régionale pour la mise en œuvre de l'Alliance pour la solidarité 2024-2029, il convenait de faire un portrait de la pauvreté et de l'exclusion sociale et c'est l'OEDC qui a mené les travaux. Le rapport a été présenté en février 2025 puis visait d'abord à mettre à jour nos données concernant la sécurité, le logement, l'itinérance et le transport. Donc, je vous laisse donc, mesdames, nous présenter les résultats.
Merci. Merci, Madame Boileau. Donc, belle introduction. En effet, ça se situe dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité. C'est un dossier qui est passé récemment au conseil municipal. C'est une nouvelle entente de 5 ans, 2024 à 2029. Donc, il y a eu beaucoup de mobilisation des partenaires pour s'entendre sur les priorités de financement. Et pour être capable de faire ça, un portrait actualisé était de mise. Donc, c'est la concertation sherbrookoise de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui a donné le mandat à l'Observatoire d'actualiser le portrait. Donc, il y avait plusieurs éléments au niveau du portrait. On voulait réaliser une mise à jour de la situation actuelle sur les 3 enjeux prioritaires, creuser davantage ces enjeux afin de cerner avec plus de précision les angles d'action priorisés dans le cadre du plan d'action contre la pauvreté et identifier les thèmes pour lesquels la situation s'est détériorée ou qui ont émergé depuis le dernier exercice de priorisation. Donc, pour mettre en contexte, je passe la parole à Mme Lavoie de l'Observatoire qui va nous faire la présentation. D'accord. Alors, merci. Roxane va s'occuper du PowerPoint. Donc, Caroline a mis en contexte le mandat, un petit peu plus de détails sur la méthodologie qu'on a utilisée. En fait, je vais commencer par vous présenter des données sociodémographiques et les données de revenus d'emploi pour mettre la base, là, une description sommaire de l'état de situation à Sherbrooke. Puis ensuite, on va aller dans les thématiques. Les 3 premières sont les thématiques qui étaient les priorités du dernier plan d'action, soit le logement, la sécurité alimentaire et le transport. Viennent ensuite d'autres thématiques qu'on a voulu regarder sans ordre particulier. Ce n'est pas un ordre de priorisation ou de gravité des enjeux. C'est vraiment dans l'ordre de qu'elles venaient. Et puis, on va terminer avec d'autres enjeux, donc émergents ou à garder en tête, qui sont plus transversaux, mais qui serait important de garder en tête, peu importe la thématique à laquelle on pense. Alors, on a dressé le portrait quantitatif et aussi qualitatif. Au niveau quantitatif, ça a été, on s'est basé principalement sur les données du dernier recensement de 2021. Le tableau de bord des communautés de l'Estrie, des mémoires qui ont été rédigées dans le cadre de différentes études, des consultations, des rapports, des bilans produits par des organisations ou des concertations. Au niveau qualitatif, on a fait des entretiens de collecte de données avec des acteurs ciblés dans des concertations sectorielles ou locales sur les thématiques qui étaient à l'étude. Et la base géographique, bien sûr, c'est la ville de Sherbrooke, mais pour regarder plus précisément certains territoires, on s'est basé sur le découpage du tableau de bord des communautés de l'Estrie. Alors, on a jeté notre regard principalement sur les 10 communautés qui présentent un fort indice de défavorisation matérielle et sociale. Donc, c'est celles qui sont identifiées en rouge sur la carte. Il s'agit des communautés du Pin Solitaire, de Saint-Michel, Jardin-Fleury, Marie-Reine, Saint-Jean-Baptiste, le centre-ville de Sherbrooke, Immaculée-Conception, des Grands-Monts, Sainte-Jeanne d'Arc et Saint-Boniface. Ce sont des communautés qui se distinguent quand même grandement sur certaines thématiques, certaines données. On y retrouve un âge médian variant de 28 ans, qui est quand même très jeune pour un âge médian de population dans la communauté de Desgrands-Monts et qui va jusqu'à 62 ans dans la communauté Saint-Boniface. Une population qui est principalement composée de familles dans Marie-Reine et de jeunes adultes sans enfants dans des Grands-Monts ou au centre-ville, et même d'adultes plus âgés sans enfants, dont les enfants sont rendus grands, dans la communauté Saint-Boniface. Plus du quart des familles ayant un enfant dans les communautés de Jardin-Fleury, Immaculée-Conception et Sainte-Jeanne d'Arc sont des familles monoparentales. Une personne sur 5 est issue de l'immigration dans la communauté de Desgrands-Monts. Plus de 25% de la population est sans diplôme ou certificat secondaire dans les communautés de Saint-Michel, Jardin-Fleury et Saint-Jean-Baptiste. Une faible scolarité et une faible littératie des parents et influence le développement et la réussite éducative des enfants. Donc, c'est quand même une donnée dont il faut se préoccuper. Il y a un fort taux de mobilité résidentielle dans les 10 communautés sur lesquelles on a jeté notre regard, mais
plus importante dans certaines communautés. Là, 60%. Qu'est-ce que ça veut dire un taux de mobilité d'abord? Le taux de mobilité sur 5 ans, ça veut dire les personnes qui ont changé d'adresse dans les 5 dernières années. Donc, il y a 60% de la population qui a changé d'adresse dans les 5 dernières années. Des communautés où il y a un fort taux de mobilité, c'est des communautés où il est risqué d'avoir une plus forte augmentation de loyer parce que les loyers augmentent de façon plus importante que le logement devient vacant. On retrouve dans les communautés, en fait, plus de 60% de mobilité sur 5 ans au centre-ville et dans des grands monts. C'est les deux communautés où il y a le plus fort taux de mobilité. On retrouve plus de 80% de locataires dans les communautés d'Immaculée Conception, Sainte-Jeanne d'Arc et même 90% de locataires dans des grands monts et au centre-ville. Un fort taux de locataires, c'est une plus forte proportion de la population qui est impactée par les hausses des prix des loyers, qui a été importante dans les dernières années. Et puis, c'est des communautés dont il faut se préoccuper parce que c'est potentiellement des gens qui vont avoir de la difficulté à se trouver un logement abordable, adéquat. Donc, une grande partie de la population de ces communautés-là risque d'avoir de la difficulté à se reloger. Au niveau du revenu et de l'emploi, il y a un faible taux de revenu dans plusieurs des communautés, donc plus de 25% de la population de 18 à 64. Excusez-moi, j'ai une petite grippe. De 18 à 64 ans, qui est à faible revenu, là, selon l'indice de faible revenu, dans 5 des communautés, mais c'est près de 40% de la population au centre-ville. Cependant, on pourrait trouver que c'est une bonne nouvelle. Le taux de faible revenu est à la baisse dans toutes les 10 communautés depuis le recensement de 2016. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que les données du recensement 2021 rapportaient le revenu de l'année 2020, année où il y a eu des mesures gouvernementales exceptionnelles comme la prestation canadienne d'urgence, qui est venue booster le revenu des personnes à plus faible revenu. Le taux de faible revenu est à la hausse chez les aînés. Et il y a plus de la moitié de la population des communautés de Jardin-Fleury, Saint-Jean-Baptiste, Centre-Ville et des Grands-Monts qui sont des personnes seules. On va le voir un peu plus loin quand il sera question de logement, mais le taux d'effort est plus important là, chez les personnes qui habitent seules. Le revenu minimum viable, calculé par l'IRIS en 2023, pour Sherbrooke, une personne seule, pour avoir un revenu viable, devrait gagner donc 33 878 $. À titre comparatif, une personne prestataire d'aide sociale en 2023 gagnait 11 327 $. C'est pas la moitié du revenu minimum viable. Donc, ça ne permet pas à une personne de couvrir la moitié de ses besoins de base. J'ai une question en lien avec ça, si vous permettez, rapidement. On a eu la semaine dernière des statistiques qui sont sorties versus le revenu familial qui devait pour dans telle ou telle situation. Je me suis posé la question, j'ai eu la difficulté à trouver l'information. Probablement que vous l'avez, vous. Est-ce qu'on parle, quand on sort ces chiffres-là, est-ce qu'on parle du revenu brut ou du revenu net? Je pourrais trouver la réponse. Ah bon? OK. Je n'ai pas sur le bout de la langue, mais je pourrais regarder après la présentation. Parce que nulle part, il mentionne, puis on sait, puis ça fait pas de sens. Si, mettons, 33 000 quelques dollars, c'est le revenu net, ben, ça veut dire qu'il gagne beaucoup plus que ça avec le revenu brut. Oui. J'aurais aimé la précision. Vous pouvez l'envoyer par courriel si vous voulez, mais en tout cas, si quelqu'un l'a, j'aurais aimé savoir si c'était brut ou net. Merci. Donc, oui, c'est ça. Donc, le revenu minimum viable à Sherbrooke pour une personne seule est calculé à 33 878 $. Justement, là, ils viennent de sortir les nouvelles données. Là. Ça, c'est la donnée de 2023. Il est sorti la semaine dernière pour 2024, mais je ne l'ai pas sous la main. Le revenu médian des femmes et des personnes âgées est en deçà du revenu minimum viable dans les 10 communautés sur lesquelles on a porté notre regard. Et le revenu des hommes est en deçà du revenu minimum viable dans 8 des 10 communautés.
Plus d'une personne sur 5 est prestataire d'assistance sociale dans les communautés de Saint-Jean-Baptiste et du centre-ville. Pour l'ensemble de la ville de Sherbrooke, c'est 6,5 %. Donc, plus de 20 % dans Saint-Jean-Baptiste et centre-ville et 6,5 % dans l'ensemble de la ville. On remarque aussi dans les dernières années une hausse importante de la proportion des jeunes de 12 à 25 ans qui travaillent. Et les études sur la santé mentale des jeunes indiquent que plus les jeunes travaillent, plus ils sont à risque d'avoir une mauvaise santé mentale ou d'être en détresse psychologique. Et plus du tiers des personnes de 24 à 64 ans sont sans emploi dans la moitié des communautés qu'on a regardées. Donc, plus précisément, là, dans Pain-Solitaire, Saint-Michel, Jardin-Fleury, Centre-Ville et des Grands-Monts, le tiers de la population, plus du tiers de la population est sans emploi. Au niveau du logement, je vais passer quand même rapidement parce que la concertation Logement Sherbrooke a fait un état de situation très exhaustif, très précis. Mais rapidement, donc, Sherbrooke est dans un état de faible taux d'inoccupation. On parle de 1,4 % en 2024. On dit que le taux d'équilibre est autour de 3 %. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a une forte proportion de locataires à Sherbrooke, dans certaines communautés particulièrement, dont près des campus, un fort taux de mobilité aussi près des campus. Comme je l'ai mentionné, c'est un risque accru là, de voir les loyers augmenter. On a une stagnation des ménages qui sont en logement social ou abordable. Donc, les ménages restent plus longtemps en HLM, en OSBL d'habitation et en coopérative d'habitation parce qu'il est de plus en plus difficile d'accéder à la propriété ou même d'être capable de payer un loyer sur le logement, sur le marché. Donc, les gens restent plus longtemps dans des logements abordables, ce qui fait que les listes d'attente s'allongent. Les personnes âgées, les personnes seules et les jeunes adultes sont les groupes de population qui présentent le plus haut taux d'effort, donc qui consacrent la plus grande partie de leurs revenus pour se loger. D'autres, ce ne sont pas les seuls groupes vulnérables, par exemple, sur la question du logement. On peut penser aux personnes immigrantes qui arrivent ici, qui n'ont pas d'historique de logement, là, pas d'historique de crédit, personne pour les endosser, donc ils vont avoir beaucoup de difficultés à se loger sur le marché privé. Des personnes en situation de handicap ou avec des limitations fonctionnelles qui ont un bassin de logement adapté pour eux qui est beaucoup plus petit. Et puis, donc, les familles monoparentales, les personnes à risque d'itinérance, c'est toutes des populations là, qui vont avoir plus de difficultés à se loger. Au niveau des personnes âgées, on peut aussi noter que dans les dernières années, il y a plusieurs résidences pour aînés qui ont fermé leurs portes ou qui ont diminué leur offre de services. Donc, ce qui cause un autre problème supplémentaire pour les personnes aînées. La diapo suivante présente un graphique, là, ça a été fait par l'IRIS, qui montre l'écart, en fait, entre le loyer moyen, le prix du loyer moyen calculé par la SCHL, qui regarde l'ensemble des logements, donc même les logements qui sont habités par la même personne depuis 15 ans, versus le prix moyen des logements vacants, avec une petite étude là, sur Kijiji. On voit que donc le prix des loyers augmente beaucoup plus rapidement quand les logements sont vacants, principalement pour les grands logements. Donc, ça affecte principalement les familles. Au niveau de la sécurité alimentaire, c'est unanime. Il y a une hausse des demandes. Tous les organismes qu'on a consultés ont fait part d'une hausse des demandes et une hausse spectaculaire, je dirais, des demandes. La Fondation Roch-Guertin, par exemple, juste pour un exemple concret pour vous illustrer. La Fondation Roch-Guertin, en 2022, comptait une moyenne de 13 demandes de dépannage d'urgence par mois. En 2023, c'était 200 demandes de dépannage d'urgence par mois. On a aussi, ça affecte tous les organismes, même ceux qui ne font pas de dépannage alimentaire. Là. On a des intervenants en employabilité, on a des procureurs de la couronne. Tout le monde a mentionné que maintenant, ils se gardent un panier de collation dans leur bureau parce qu'ils ne sont pas capables de faire leur intervention
correctement si la personne assise devant eux n'a pas mangé depuis 24 heures, 48 heures. Donc, tout le monde maintenant est obligé de faire du dépannage alimentaire. Le profil aussi des personnes qui demandent du dépannage alimentaire a changé dans les dernières années. Donc, 90% sont des locataires, 20% ont un emploi comme source principale de revenus, et aussi de plus en plus de familles dont les 2 parents ont un emploi qui vont demander du dépannage alimentaire. La moitié sont des personnes qui vivent seules. Et si les organismes disaient de façon récurrente, année après année, avoir des pointes associées aux dépenses, aux périodes de dépenses exceptionnelles, comme le 1er juillet, la rentrée scolaire, Noël. En 2024, la pointe du 1er juillet n'a jamais redescendu. C'est devenu le nouveau plateau auquel sont venus s'ajouter la pointe de la rentrée scolaire et de Noël. Alors, la hausse des prix des loyers, maintenant, ça affecte les ménages tout au long de l'année. Autre élément là, au niveau de la sécurité alimentaire, c'est l'accessibilité des denrées, donc les déserts alimentaires. On retrouve des déserts alimentaires à Sherbrooke. Je les ai encerclés sur la carte là, parce que le code de couleur n'est pas évident. Mais donc, selon les déserts alimentaires qui sont identifiés ici, ils se retrouvent en fait dans les communautés de l'Université, du Pain solitaire, des Grands-Monts, Marie-Reine, Jardin-Fleury et des Ranleaux. Au niveau du transport, une bonne nouvelle à souligner, le programme de tarification solidaire, la Solidarité Transport, a été pérennisé. Ça, c'est une très bonne idée. C'est un programme qui est très apprécié par les organismes partenaires et par les bénéficiaires. Cependant, ce n'est pas suffisant. Vous pouvez imaginer que des gens qui ne sont pas en mesure de payer leur loyer ou de se nourrir convenablement après avoir réussi à payer leur loyer, même à 50%, le tarif mensuel, il est trop élevé. Ce sont des personnes qui, donc, ne vont pas prendre une carte mensuelle, mais qui vont prendre l'autobus seulement en cas de grande nécessité. Ils vont payer au passage. Et ce sont les personnes donc, qui vont être le plus affectées par la fin des billets de transfert il y a quelques années. Donc, ça les affecte directement. D'autres freins qui ont été mentionnés là, au niveau du transport en commun, c'est les horaires. Les autobus qui débordent là, aux horaires de début des journées de travail ou d'école et de fin des cours. Et moins de passages d'autobus en dehors de ces heures de pointe-là. Et des trajets aussi, on dit que l'est de la ville et les Knoxville sont des secteurs qui sont peu desservis. Et il n'y a pas nécessairement de trajet express nord-sud ou est-ouest qu'il faut faire différents détours pour pouvoir accéder à d'autres coins de la ville. Au niveau de la mobilité durable ou active, on a mentionné des enjeux de sécurité, donc l'absence de trottoir, d'un éclairage qui n'est pas toujours présent, le déneigement, évidemment, c'est toujours un enjeu. La durée des feux piétons pour les personnes à mobilité réduite. Ce sont toutes puis aussi l'absence d'infrastructure, l'absence de bancs pour se reposer si on décide de faire un déplacement à la marche, l'absence d'installations sanitaires ouvertes au public aussi. Donc, ce sont tous des facteurs qui vont décourager l'adoption de la mobilité active, de transport actif. Au niveau de la santé mentale et physique, d'abord, il faut savoir que le faible revenu est un des principaux facteurs prédictifs d'une mauvaise santé et d'une utilisation accrue des soins de santé à coût élevé. Donc, les inégalités socio-économiques ont un impact direct sur le coût des soins de santé, les besoins en santé et les coûts des soins. Les ménages ou les personnes à faible revenu présentent plus de détresse psychologique. Une plus faible proportion d'entre eux sont inscrits auprès d'un médecin de famille. Mais on remarque toutefois une diminution de la proportion de la population qui est inscrite auprès d'un médecin de famille. Le tout revenu confondu, ça a diminué d'environ 10% entre 2018 et 2022. Donc, en 4 ans, une baisse de 10% des gens inscrits auprès d'un médecin de famille pour le RLS de Sherbrooke. Les
personnes à faible revenu ont aussi une plus faible participation au programme de dépistage. Un plus haut taux de mortalité prématurée, et c'est un taux qui est en hausse, donc l'écart se creuse entre les classes sociales. On ne va pas dans le bon sens. Et il y a aussi une plus forte proportion d'enfants de maternelle 5 ans qui sont vulnérables dans au moins un des domaines de développement dans les ménages à faible revenu. Si on compare Sherbrooke avec l'Estrie ou le reste du Québec, ben Sherbrooke présente un plus haut taux de diagnostic de troubles mentaux, un plus haut taux de mortalité pour des troubles mentaux et du comportement, un plus haut taux annuel moyen ajusté d'hospitalisation pour des troubles liés à l'ensemble des drogues. Et bon, tout ça, on peut ça pourrait peut-être, c'est une hypothèse, là, je ne suis pas confirmé, mais ça pourrait être expliqué par le fait que les populations se rapprochent des services qui sont concentrés à Sherbrooke. Et puis, il y a aussi un plus haut taux de signalement retenu à la DPJ, et c'est en hausse à ce niveau-là. Donc, là aussi, l'écart se creuse. Donc, c'est préoccupant. Il faudrait se préoccuper de la situation là, dans les familles et les jeunes enfants. Chez les jeunes, les étudiants du secondaire, cégep et université, on a 52 des étudiants de cégep et université, 37 au secondaire qui rapportent des symptômes modérés à sévères d'anxiété ou de dépression. Évidemment, le pic a été atteint pendant la pandémie. La situation s'améliore depuis, mais on n'est pas redescendu au niveau pré-pandémique. On a le quart des jeunes qui ont pensé qu'ils seraient mieux morts ou qui ont pensé à se faire mal au cours des 2 dernières semaines. C'est le tiers des filles du secondaire et le 2/3 des jeunes qui ont une identité sexuelle non binaire. C'est quand même préoccupant. La faible scolarité des mères est associée à une plus forte proportion de naissances prématurées, une plus forte proportion de bébés de faible poids. Mais cependant, on va voir qu'au niveau de la littératie, de la réussite éducative, Sherbrooke se classe quand même bien. On fait bonne figure comparativement à l'Estrie et au reste du Québec. On a donc plus du quart des enfants sherbrookois de maternelle 5 ans qui présentent au moins un domaine de vulnérabilité. C'est un peu plus élevé chez les garçons que chez les filles. C'est 20 points de pourcentage plus élevé chez les enfants qui ne fréquentent pas un service de garde, sachant que le taux de couverture là, au niveau des services de garde, le taux de couverture des besoins est de 80 à Sherbrooke. Donc, 80 des enfants qui pourraient bénéficier d'un service de garde ont accès à un service de garde. Donc, c'est à garder en tête, là, se préoccuper des facteurs de risque là, pour les enfants qui n'ont pas accès à un service de garde. Il y a des installations en développement. Cependant, on évalue qu'en 2026, le taux de couverture des besoins devrait passer à 96 ou 99 à condition qu'on trouve du personnel qui est l'enjeu principal là, pour les services de garde en ce moment. Donc, Sherbrooke, il y a moins de Sherbrookois comparativement à l'Estrie au Québec, qui sont sans diplôme ou qui n'ont qu'un diplôme de secondaire général. Les Sherbrookois sont plus nombreux à avoir un diplôme professionnel, collégial ou universitaire. Donc, à Sherbrooke, le taux de scolarité est plus élevé qu'ailleurs en Estrie et dans l'ensemble du Québec. On remarque quand même qu'il y a la moitié de la population qui a un indice de littératie inférieur au niveau 3. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un indice de littératie inférieur au niveau 3? Ce sont des personnes qui ne possèdent pas les compétences pour comprendre des textes denses ou longs, pour comprendre des structures de textes, des procédés rhétoriques, pour évaluer la qualité des informations qui leur sont transmises ou pour choisir les données pertinentes à travers une masse de données. Ça a évidemment des impacts au niveau de la réussite éducative et ça peut entraîner des limitations sur le marché de l'emploi, mais c'est aussi des personnes qui vont subir plus d'accidents en milieu de travail, qui vont prendre plus de temps à se rétablir et qui sont plus enclines à faire un mauvais usage de médicaments parce qu'ils vont moins bien comprendre les contre-indications, les avertissements, la posologie, etc. Au niveau de la culture, la situation est quand même bonne à Sherbrooke. Là, on a plusieurs lieux et événements culturels qui sont accessibles
gratuitement ou à faible coût sur l'ensemble du territoire, notamment via les 6 centres culturels d'arrondissement et via des initiatives comme la brise culturelle et les fêtes de quartier. Il y a aussi des festivals qui sont entièrement gratuits ou en partie gratuits ou qui offrent des laissez-passer pour des organismes, la population, certaines populations ciblées via les organismes communautaires. Et il y a aussi des organismes qui eux-mêmes prennent l'initiative d'offrir des billetteries sympathiques ou solidaires et des systèmes de billets en attente. Au niveau de l'itinérance, l'itinérance est en hausse. Je pense que tout le monde le sait. Là. On en a parlé beaucoup dans les dernières années, mais l'itinérance est maintenant visible plus seulement au centre-ville. L'itinérance est visible dans Ascot, dans Quatre-Saisons, dans Lennoxville. Donc, au dernier dénombrement d'itinérance visible, on avait une hausse de 51% du nombre de personnes en situation d'itinérance visible. Donc, 2018 à 2022, une hausse de 50%. La principale raison évoquée, c'est pour la perte du logement, c'est l'expulsion par le propriétaire maintenant. Dans les recensements précédents, la principale raison évoquée était la consommation de substances psychoactives. Mais l'itinérance visible, ce n'est pas l'ensemble de la situation. Il y a aussi l'itinérance cachée. Les femmes et les jeunes vont être principalement en situation d'itinérance cachée. Les femmes, notamment, vont souvent échanger des faveurs sexuelles en échange d'un logis ou rester dans des situations de violence ou d'abus pour ne pas se retrouver à la rue. Et qui ne constitue pas non plus une itinérance visible, mais que les intervenants ont nommé. C'est une croissance du nombre d'adultes matures, pas des jeunes étudiants, mais des adultes matures qui vivent en colocation. Pas par choix, mais pour être capable de payer le loyer. Enfin, d'autres enjeux sur lesquels je veux attirer votre attention, donc à garder en tête quand on parle de toutes les autres thématiques dont je viens de vous parler, c'est la fracture ou exclusion numérique. Hein, de plus en plus, on voit une migration des services publics en ligne, ne serait-ce que pour obtenir de l'information, pour la prise de rendez-vous. Mais pour accéder à ces services en ligne, il faut avoir un appareil qui nous permet de se connecter, avoir accès à une connexion Internet, avoir les connaissances pour être capable de naviguer jusqu'à l'information, avoir la capacité de comprendre l'information. Je vous ai mentionné plus tôt qu'il y avait 50% de la population qui avait un niveau de littératie inférieur au niveau 3. Donc, tout ça, ce sont des freins pour accéder aux services publics et à l'information. Il y a peu de services de soutien civique là, pour aider les gens à remplir des formulaires ou à comprendre les papiers, les communications qui leur sont envoyées. Un autre enjeu, c'est les changements climatiques. Donc, à Sherbrooke, on est très conscient notamment au niveau des inondations, mais il y a aussi les îlots de chaleur. Je présente ici une carte des îlots de chaleur à Sherbrooke. Évidemment, on retrouve une concentration des îlots de chaleur autour des principaux axes routiers et commerciaux. Là, on reconnaît très bien sur la carte la rue King, la rue Galt, Portland. Mais on voit aussi des îlots de chaleur dans les communautés des Grands Monts, des Jardins Fleuris, du Pin Solitaire, Saint-Michel et Marie-Reine notamment, là, qui sont en situation d'îlots de chaleur. Alors, voilà qui fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup pour la belle présentation. Est-ce que mes collègues avaient des questions? Allez-y. Ben, quelques commentaires sur quelques diapositives. La site Santé physique et mentale 3 de 3, là, à un quart à penser qu'il serait mieux mort. J'ai trouvé ça énorme quand même. Là, Oui. comme j'ai fait ouf, tu sais. Mais ce que je me demandais ensuite, c'est qu'on dit au secondaire, c'est 1/3 des filles et 2/3 des garçons. C'est l'inverse. 1/3 des filles et 2/3 d'identité sexuelle autre. Il n'y a pas de garçons. Donc, c'est juste les filles et les personnes d'autres sexualités qui pensent qu'ils seraient mieux morts. C'est ça que je comprends? Non. Ou les garçons sont inclus dans autres? Non, c'est pas 1/3 de ceux qui sont qui pensent qu'ils seraient mieux morts. C'est 1/3 des filles qui pensent qu'ils seraient mieux morts. Et 2/3 des personnes
OK, C'est OK. dans- J'avais pris à l'inverse. c'est Qu'une ça. quart- Un quart des gens avaient pensé à ça, puis de ça, c'était un tiers, deux tiers. OK, c'est bon. Ben, c'est pas bon, mais je comprends. Euh, à 8, la littératie, réussite éducative, ben, tu sais, moi, je me disais qu'au collégial, c'était normal pour moi à Sherbrooke parce qu'on a quand même plusieurs cégeps et universités et tout. Mais je trouvais ça quand même que ça donnait une idée inverse quand on dit que 50 de la population avait un indice de littératie inférieur à 3. Je me suis dit, considérant qu'on a beaucoup d'universités et de cégeps, tu sais, ça vient un petit peu je cherche le mot, là, mais contradiction, c'est ça. Fait que je trouvais ça particulier, ouais. Oui, c'est contradictif, effectivement, mais ben, je vais vous partager, moi, en faisant ce rapport-là, j'ai vu une donnée qui m'a abasourdi. Là. Il y a le quart des diplômés universitaires de baccalauréat qui n'ont pas le niveau 3. Ah ouais, en plus. Ouais. OK. Fait que, oui, on a un taux de diplomation important à Sherbrooke, mais c'est pas corrélé avec les niveaux de littératie. OK. My God, OK. Puis mon dernier commentaire, c'était 11 sur les enjeux, la fracture numérique là, et l'exclusion numérique. Ben, je trouve ça vraiment dommage. Puis, tu sais, on le dit souvent, même ici à l'hôtel de ville, quand on veut informer les citoyens et tout, qu'il y a certaines situations, que rien de mieux que, comme mon collègue Jean dirait, qu'une lettre à la poste, des choses comme ça. Parce que même nous, tu sais, on a enlevé le bottin des organismes, il faut aller sur Internet, les avis publics sont sur Internet. Donc, tu sais, je comprends que ça fait ça parce que même nous, excusez l'expression, mais on ne montre pas beaucoup l'exemple pour aider à contrer ça parce qu'il y a d'autres enjeux, là, mais tu sais, c'est de plus en plus comme ça. Là, tout est Internet qui est finalement fait de l'exclusion de plus en plus de personnes. Ouais. Ouais. Et même une lettre à la poste avec 50% de la Oui, population. bien, c'est pas capable de la lire, effectivement. Mais là, c'est vraiment rien plus avec l'exclusion numérique, là. Donc, effectivement, mais merci pour le rapport. Merci, Mme Robichaud, Mme Belle-Rose et ensuite Mme Dauphinet. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis contente de l'avoir entendu parce que j'avais manqué l'avant-midi au forum. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à être là aujourd'hui. Trois petites questions, en fait. La première, est-ce qu'on a des données sur l'itinérance cachée? Tu sais, je sais que c'est quelque chose qui posait comme question aux organismes. Là. J'ai déjà écrit des choses là-dessus, mais on n'a pas de données quantitatives. Non, c'est très difficile à chiffrer, effectivement, parce que Faites c'est juste caché. poser vos trois questions ensemble, puis après ça, on pourra lui répondre. Parfait. Donc, c'est ça, données sur l'itinérance cachée. L'autre, je me demandais, les déserts alimentaires, comment on faisait le calcul? Comment on arrivait à, tu sais, j'imagine qu'il y a peut-être des indicateurs, distance, etc. Puis la dernière, je me demandais s'il y avait des formations pour mieux communiquer avec le 50 qui atteint pas, qui atteint pas plus que le niveau de littératie 3. Puis je sais qu'à l'école, ils font des choses là, parce qu'en fait, il y a vraiment un lien direct avec l'accès aux livres. Tu sais. Les gens lisent plus des livres, là, puis c'est en tout cas. Puis il y a des ateliers qui se donnent, mais je me disais, tu sais, c'est ça, la lettre à la poste, c'est un bon exemple, mais souvent on écrit beaucoup trop des phrases longues et même la mise en page, ça a un impact. Fait que je me demandais s'il y avait des formations qui se donnaient pour des organismes ou des institutions comme la Ville de Sherbrooke, par exemple. OK. Je vais essayer de me rappeler des trois questions dans le fond. Donc, sur les différences cachées, non, il n'y a pas de données parce que justement, c'est caché, c'est très difficile. Donc, ça vient plus des données qualitatives là, qu'on a recueillies. Parce que même l'itinérance visible est dure à chiffrer, mais l'itinérance cachée, encore plus. Au niveau des déserts alimentaires, oui, il y a des définitions. C'est pas la même définition en milieu urbain et rural, hein, mais en milieu urbain, on parle de faible accès aux aliments des secteurs où la distance moyenne séparant les lieux de résidence et le plus proche commerce offrant des aliments de haute valeur nutritive est d'1 kilomètre ou plus en milieu urbain et de 16 km ou plus en milieu rural. Puis un désert alimentaire, c'est un secteur économique. Un désert alimentaire, c'est un secteur économiquement défavorisé et caractérisé par un faible accès à des commerces offrant des aliments à autre valeur nutritive. Donc, des communautés défavorisées à plus d'1 kilomètre d'un commerce.
Donc, il y a 8 zones qualifiées de dessert alimentaire urbain à Sherbrooke. Est-ce que ça répondait à vos questions? Ah, la formation, oui. Oui, il existe certainement des formations, mais là, je ne pourrais pas vous dire probablement des comme. Il y a Oui, des l'éducation populaire qui exactement. travaille beaucoup dans ce domaine. Oui. Je Est-ce que ça pourrais répondait à probablement trouver la réponse à la question de Mme donc, Mme Dauphinet et ensuite Mme Garfat. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais porter à votre attention que la Société canadienne d'hypothèques et de logement, dans son enquête sur le marché locatif, produit une statistique maintenant sur l'augmentation du prix des loyers avec ou sans roulement de locataires. Donc, c'est intéressant parce que oui, la statistique globale pour le marché inclut beaucoup de gens qui ne bougent pas, mais donc, on a la statistique aussi pour là où les gens bougent. J'ai vu que vous avez essayé avec Kijiji de reproduire cet indicateur-là, mais en tout cas, la SCHL le publie depuis 2-3 ans, je crois. Sinon, moi, je me demandais, parfois on dit donc qu'il y a un taux de locataires élevé dans les secteurs que vous avez identifiés, dans les communautés là, que vous avez identifiées. Mais je me disais, qu'est-ce qui est la part d'une situation qui fait partie du cycle de vie et qu'est-ce qui est la part d'une situation qui montre vraiment de la pauvreté? Donc, je m'explique, par exemple, on sait près des universités, des cégeps, tout ça, comme dans le pain solitaire, il y a beaucoup de locataires. Puis, oui, ils n'ont pas des gros revenus, ce sont des jeunes qui s'en viennent étudier au cégep, trouver des formations, puis ils sont jeunes. Donc, avez-vous mesuré quelle part c'est parce qu'ils sont vraiment pauvres ou c'est juste là dans le cycle de vie, c'est normal, tu n'as pas beaucoup de revenus. Je ne dis pas que c'est plus facile, mais des fois, ton revenu n'est pas élevé, mais tu as les parents en arrière qui sont là pour appuyer. Même chose un petit peu comme vous avez souligné, l'augmentation importante des faibles revenus chez les 65 ans et plus. Quand on mesure cette statistique-là, est-ce qu'on tient en compte que il y a des aînés qui n'ont pas beaucoup de revenus, mais qui ont quand même beaucoup d'avoirs. Ce qui fait que ce n'est pas parce que tu as un revenu qui est faible que tu es nécessairement pauvre. Est-ce que vos statistiques tiennent compte de ça? Puis l'autre point sur lequel je veux intervenir, justement, quand vous parlez du revenu viable, et donc ça permet aussi l'accès à un logement si tu as un bon revenu, si tu as un revenu au-dessus du revenu viable, sans que tu y passes la moitié de ta paye là-dessus. Mais donc, je dis, ça ramène toujours le fameux débat. Les logements hors marché, il faut les garder vraiment pour les gens qui sont des faibles revenus parce que vous le dites, là, il y en a plein en ce moment sur le marché privé qui n'ont pas les moyens d'être là, puis on les laisse là. Puis, donc, ça, j'aimerais ça un jour que ce débat-là se fasse, de dire de réserver au fil du temps tous les logements hors marché ou la plus grande proportion à ces clientèles-là qui tirent le diable par la queue sur le marché privé. En passant, le revenu viable, c'est le revenu brut que ça prend en tenant compte des impôts et tout ça, des crédits que tu reçois pour pouvoir payer un niveau de vie modeste. Donc, c'était ça. Donc, qu'est-ce qui est part du cycle de vie? Est-ce qu'on tient compte des avoirs des aînés? Puis, la discussion sur le revenu viable, puis à qui on destine les logements hors marché. Pardon. Non, nos données ne font pas la distinction là, selon le cycle de vie et les autres caractéristiques que vous avez nommées parce que on s'est basé sur les données du recensement de la population 2021, puis on n'a pas cette finesse-là dans les données, là, dans la présentation des données. Cependant, les données, par exemple, du Cégep de Sherbrooke nous disent que je me souviens plus exactement mais c'est une très forte proportion, je pense que c'est quasiment 50% de la population étudiante qui
qui a de la misère à se nourrir ou qui va faire appel à du dépannage alimentaire ou qui bon, fait que même s'ils sont dans un cycle de vie, certains sont appuyés de leurs parents, mais ce n'est pas le cas de tous. Je ne suis pas sûre que je me rappelle de toutes vos questions, mais ben, au niveau du logement abordable, ben, comme je l'ai mentionné, il y a moins de mouvement parce que c'est difficile pour les ménages de sortir. C'est difficile d'accéder à la propriété, c'est difficile de s'offrir un logement sur le marché privé. Donc, il y a moins de mouvement qu'il y en avait auparavant quand l'amélioration des conditions de vie permettait d'accéder à un logement privé sur le marché. Mais maintenant, l'amélioration des conditions de vie, les logements ont tellement augmenté que c'est plus complexe de sortir de là. Voilà. J'espère que je n'oublie pas d'autres questions. Non, ça fait le tour. Merci beaucoup. Donc, Madame Garfat, votre tour. Merci pour tous les chiffres. Une que j'ai remarqué, comme l'augmentation des jeunes qui travaillent, c'est augmenté beaucoup juste en quelques années. Et pour les gens qui nous écoutent et ils veulent voir comme ils veulent étudier ça plus, est-ce que c'est disponible sur le ORDC, comme sur le site web de ORDC, ou ce serait ici pour la commission? Ou... C'est disponible par la CDC de Sherbrooke, qui est le mandataire de la concertation de lutte à la pauvreté. Donc, le rapport et la présentation PowerPoint sont disponibles à la CDC de Sherbrooke. OK, merci. Donc, merci beaucoup pour la belle présentation. C'est des chiffres qui nous déstabilisent. On aimerait mieux que ce soit plus positif que ça. Mais c'est important qu'on en prenne acte et qu'on agisse en conséquence. Donc, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet-là. Donc, on passerait au prochain point. On parle cette fois-ci de le schéma de couverture de risque. Donc, je laisserai M. Primo nous exposer son beau bilan de l'année 2024. Merci, Mme la Présidente. Donc, vous avez eu copie du rapport annuel d'activité. C'est l'an 4 du schéma de couverture de risque incendie qui, je vous rappelle, est daté de 2021 jusqu'à 2025. Je peux le partager, mais il est tellement petit qu'on ne verra pas grand-chose à l'écran. Et il y a 3 pages. Je ne sais pas si Julie, c'est-tu possible? OK. J'aurais pu. Ah, c'est quand même bien. Parfait, merci. Donc, en fait, on peut voir un visuel, mais je pense que je peux être assez succinct quand même parce que les résultats sont très favorables pour nous. Dans le fond, le rapport annuel, qu'est-ce qui constitue? Ben, dans le fond, il est composé du nombre d'appels et le nombre de fois où on a réussi à répondre dans les temps souhaités par le gouvernement. Et dans l'ensemble des indicateurs de performance qui sont là, on atteint souvent le 100%. Sauf à 2 reprises, on a 96 et 98 dans la force de frappe qu'on appelle pour certains bâtiments jugés élevés, mais on peut se permettre jusqu'à 90 là, de temps de réponse. Donc, pour nous, c'est favorable. Et quand on parle aussi des indicateurs de performance en lien avec la prévention, ben, à ce moment-là, les chiffres en pourcentage, on a du 107, 114, on est largement au-dessus des attentes. Je vais quand même attirer votre attention sur le point 6.7 qui traite la caserne 4. Donc, on peut voir un beau 100% à côté de ça. Dans le fond, ce rapport-là prend en considération toutes les actions qui ont été inscrites au schéma de couverture de risque dont les élus ont entériné l'adoption et on a 5 ans pour les réaliser.
Ce qui m'amène au point 8, le point suivant, qui est l'agrandissement, réfection et mise aux normes de la caserne 1. Vous savez que c'est un projet qui est remis d'année après année pour certaines raisons monétaires, évidemment. C'est un projet qui va quand même perdurer dans le temps, qui va demeurer un besoin. C'est pour ça qu'on voit un petit 5 à côté. Et le point 9, un point pertinent, faisant ensuite aux prochaines discussions sur la vitesse dans les rues, on parle des feux de préemption qui permet aux véhicules d'urgence de pouvoir moduler les lumières au coin de rue et favoriser leur déplacement rapidement. Donc, c'est un projet qui date quand même d'un certain temps, qui est déjà pris en charge. L'analyse est faite. Donc, on peut voir un 7 d'indicateur de performance sur ce point-là. C'est en gros, rapidement, les points. Je ne sais pas si vous avez des questions en lien avec ça, mais je suis très succinct parce qu'on a beaucoup de 100 on a beaucoup de. Il n'y a pas vraiment d'enjeu au point de vigilance dans ça ou d'angle mort. On est vraiment très bien desservi. Là. On a un bon taux de réponse. Comme je vous dis, c'est la 4e année de 5 ans, mais le gouvernement peut nous permet de prolonger les schémas couverture de risque à 10 ans. Après la 8e année, on va devoir le revoir, mais les nouvelles orientations qui ont été déposées au mois de mars dernier vont nous permettre certaines latitudes que je crois, comme directeur, va être favorable pour le SPCIS. Donc, on va sûrement vous approcher pour certaines modifications chez moi dans les prochains mois, prochaines années. Ça fait le tour. Ben, merci beaucoup pour ce rapport succinct, mais on veut tous avoir un beau bulletin comme ça. Madame Berthold? Je voulais voir, félicitations, parce qu'on sait que ce qui traînait de la patte, c'était le déménagement de la caserne numéro 4. Exactement. On Oui. était toujours à 5 ou à 10 parce que ce n'était pas réalisé. Je voulais voir, est-ce qu'on a, on sait que depuis peu, on dessert Saint-Denis-de-Brompton. Est-ce qu'on a des résultats par rapport à, je ne sais pas, un tableau de bord pour savoir comment ça fonctionne, si ça va bien de ce côté-là? Est-ce qu'on respecte ce qu'on avait promis dans l'entente que l'on a signée avec eux, etc.? Oui, dans le fond, les données pour Saint-Denis-de-Brompton font partie du Val-Saint-François, ne font pas partie de la MRC de Sherbrooke. Donc, les données ont été données à cette MRC-là et je peux vous dire que c'est les mêmes chiffres qu'on revoit, les mêmes pourcentages réussites. Donc, puis je peux même avancer à vous dire que la mairie de Saint-Denis-de-Brompton est très heureux du service rendu par le SPCIS. Là. On a eu quelques incendies d'importance, puis on a sauvé quand même des bâtiments importants dans leur secteur. Oui, parce qu'on se souviendra qu'une des craintes, c'était ça. C'était, on ne sera pas desservi pareil, puis ils sont trop loin. Puis, exactement. Heureuse d'entendre ça aujourd'hui. L'avantage d'un service avec de la permanence, c'est qu'on a des pompiers en caserne. Et voilà. Continuellement, c'est le point qu'on a martelé tout le long de la négociation. Le 31 juillet, le 25 décembre, peu importe, on a toujours des gens en caserne qui sont prêts à répondre. Et pour nous, les résultats de Saint-Denis-de-Brompton sont très concluants. Là. Parfait, merci. Merci, Mme Garfa. Merci pour votre beau bilan. Puis, je vais peut-être juste dire, tantôt vous avez parlé des inspections que vos pompiers font à domicile. On a parlé de 116 comme résultat, j'ai vu. Mais tu sais, juste pour concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous aviez prévu visiter 22 400 personnes, domicile Oui. dans l'année 2024, mais en fait, vous en avez fait presque 26 000. Donc, vous n'avez pas chômé. Oui. De toutes les autres actions que vous faites. Oui, c'est. Là, je me demandais, il y avait 2 petits points rapidement. C'était écrit approvisionnement en eau, SO, puis il y avait désincarcération, SO. Oui, l'approvisionnement en eau est traité par le service de l'approvisionnement en eau de la ville de Sherbrooke. Donc, ce n'est pas nous. Puis la décarcération ne fait pas partie de nos protocoles d'intervention. Il n'y a pas de quantification à faire de notre côté pour la décarcération. Mais c'est un bon point parce que dans ce rapport-là, on ne fait pas état du premier répondant de plein de spécialités qui apparaissent, qu'on fait sur le territoire de Sherbrooke pour rendre le service aux citoyens. Mais tu sais, je le répète tout le temps, le premier répondant, c'est 94 du territoire qui est desservi en dedans de 5 minutes. Ça n'apparaît pas dans ça. Mais c'est des chiffres qui sont importants que les citoyens connaissent parce que c'est quand on parle de sauver des vies, le premier répondant, ça a un impact direct sur les citoyens. Merci à vous. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de questions, Mme Belrose, tout est beau. Donc, on peut passer au prochain point. Avant de passer au prochain point, il y a une résolution. Donc, il faut adopter le rapport et permettre au service de la protection contre les incendies de transmettre le dit rapport au ministère de la Sécurité publique. Je pense que c'est unanime. Pour recommander au CN. Exactement. Merci. Merci.
prochains invités pour la politique en sécurité routière. Dans le fond, ça fait des mois que les membres de la commission et le service de Mme Caroline Gravel, Patrice Grondin, Sébastien Dubuc travaillent d'arrache-pied sur cette politique. Nous sommes donc très fiers de vous présenter la première mouture du document. Qu'est-ce qu'une politique en matière de sécurité routière? On entend juste parler de la vitesse dans les rues, mais ça ne se limite pas à ça. La politique que nous allons vous présenter se décline en 13 axes d'intervention. Donc, on parle de la vitesse, oui, mais on parle aussi de la vision zéro ou du système sûr, l'aménagement du territoire, les accidents et les sites problématiques, les outils à mettre à notre disposition pour arriver à nos objectifs, le transport actif, les feux de circulation, le transport en commun, les chantiers, les véhicules lourds, l'entretien du réseau, l'adhésion de la population et le partage de l'information et la prévention et le contrôle policier. Donc, ces 13 axes-là se déclinent en plus de 70 actions. Donc, je vais laisser nos invités s'installer, mais ils vont pouvoir détailler un peu plus tout ce que je viens de dire. Donc, Mme Caroline Gravel qui vient d'arriver avec, comme je disais, M. Sébastien Dubuc et M. Patrice Grondin qui vont pouvoir nous présenter les travaux des derniers mois. Ouais. Oui, sans problème. On n'entend plus. Je ne sais pas si c'est normal. Oui, On chuchote. ils sont en train de s'installer. La présentation est encore. On a de la fumée blanche qui vient de sortir. Non, mais si ça peut vous plaire, Madame Dauphinet, je peux chanter si vous voulez. Bonjour, désolé du délai. Donc, on est ici pour vous présenter aujourd'hui la politique de sécurité routière. Notre première mouture, la version préliminaire, c'est la première fois qu'on la présente au public. Donc, voici le plan de la présentation. On va commencer par vous présenter la portée de la politique, faire une courte mise en contexte, l'inventaire des actions qui sont effectuées en sécurité routière annuellement à la ville de Sherbrooke, un bilan récent des accidents sur notre territoire. On va vous présenter également notre méthodologie qui a été utilisée pour arriver à l'élaboration de la politique, dont les objectifs généraux spécifiques, les axes d'intervention retenus, ainsi que les actions, le plan d'action. On va vous présenter par la suite les résultats, donc notre plan d'action, et faire un retour sur nos activités de participation publique, ainsi que présenter les prochaines étapes du processus.
Donc, au niveau là, de la portée de la politique, ben, le rôle de la politique de sécurité routière, c'est vraiment en lien avec la sécurité. Donc, on vise des actions terrain ou aussi sous d'autres types de formes de sensibilisation liées à la sécurité routière. Le service de l'ingénierie des eaux des projets majeurs a été mandaté pour préparer une politique de sécurité routière. La politique, c'est une démarche multidisciplinaire. Plusieurs services font des interventions au niveau de la sécurité sur le réseau routier annuellement à l'intérieur de la ville. La politique a été une belle opportunité de centraliser toutes ces actions qui sont effectuées, donc afin d'avoir un portrait vraiment global de tout ce qu'on fait. Ça nous permet aussi de voir les angles morts, les secteurs qui sont moins bien couverts et de prévoir des nouvelles actions en conséquence. On vise par la politique de couvrir la sécurité sous tous ses angles. Et ça démontre également l'engagement de la Ville de Sherbrooke envers la sécurité des usagers du réseau routier. C'est un outil qui va être évolutif. On vise le revoir aux 5 ans. Comme vous allez voir plus loin dans la présentation, on va se fixer des objectifs à court terme, mais certains sont à plus long terme. On pense que l'idée de revoir le plan d'action, le tout aux 5 ans, va nous donner une certaine agilité. Dans le fond, si on est mal aligné dans le premier 5 ans avec certains objectifs, on va pouvoir corriger le tir et se rendre évidemment vers les résultats qu'on souhaite. Donc, c'est un outil également. Tu peux changer ça. C'est complémentaire à d'autres outils de planification qui sont en cours d'élaboration, comme le plan de mobilité durable intégré et le plan d'urbanisme. En travaillant les 3 dossiers de concert, on s'assure d'avoir une cohérence entre les stratégies de développement urbain, de mobilité et de sécurité. Vous allez voir qu'on propose plusieurs actions en lien avec la sécurité routière, dont en transport actif. Donc, il y a un certain recoupement. C'est important d'être bien armé avec ces outils-là, puisqu'on présente plein d'actions transport actif au niveau des piétons, piétonnes et des cyclistes. Pour ce qui est de la mise en contexte, on a effectué un inventaire de toutes les actions qui sont effectuées en sécurité routière à la Ville de Sherbrooke. Annuellement, on a 45 actions qui sont effectuées en sécurité routière par nos différents services. C'est des actions de différentes natures, que ce soit au niveau des infrastructures, des mesures d'apaisement de la circulation, de la sensibilisation. Il y a diverses campagnes de sensibilisation en cours annuellement. Au niveau de l'entretien de notre réseau, au niveau des chantiers, etc. On a quand même beaucoup d'actions qui sont effectuées annuellement, le nombre de 45. On a effectué un bilan des accidents dans les 7 dernières années. En moyenne, les 7 dernières années considérées, c'était de 2017 à 2023. En moyenne, on a environ 1400 accidents par année. Ceux-ci engendrent 358 blessures légères en moyenne annuellement. Vous remarquerez que les prochains chiffres énoncés sont en gras, encadrés. C'est vraiment qu'on veut porter une attention particulière sur ceux-ci. On a eu en moyenne 13,4 blessés graves par année, ainsi qu'1,3 accidents mortels par année. Donc, ça fait 15 événements en moyenne par année sur lesquels on veut porter une très grande attention afin d'adresser et de les réduire. Cette tendance est à la hausse par rapport à 2012-2016, qui est l'autre période de référence qu'on a utilisée pour comparer. Donc, ça nous amène au constat que les actions effectuées en sécurité routière n'ont pas mené à des réductions d'accidents. Ça nous amène à nous poser la question, est-ce qu'on en fait assez? Et est-ce qu'on fait les bonnes choses? C'est tous des éléments qu'on a tenus compte dans la préparation de la politique. J'ai rajouté une petite précision pour mentionner que les données excluent tout de même l'accroissement de la population. Mais c'est une pratique qui est faite dans la plupart des organisations aussi de se prémunir d'objectifs ultimes à atteindre. Donc, au niveau de la méthodologie, on a 4 principales étapes dans notre processus qui ont mené à l'élaboration de la politique. Le premier, c'est la définition d'objectifs généraux. Donc, c'est les objectifs qui ont été définis par la commission, qui sont les grandes lignes, les grandes orientations de la politique. On a retraduit ces objectifs généraux en objectifs spécifiques. Un objectif spécifique, c'est un objectif qui est précis, mesurable et positionné dans le temps. Ça nous permet de pouvoir valider son atteinte par la suite. Suivant nos objectifs, on a identifié plusieurs familles d'actions. Ça appelé les axes d'intervention dans la politique. Donc, c'est des regroupements d'actions similaires ou dans le même domaine d'intervention. Puis par la suite, ça a pu nous mener au plan d'action. Donc, si je commence par les objectifs généraux de la politique,
c'est les suivants. On parle de la réduction des accidents de la route, l'amélioration de la sécurité en matière de transport actif, la diminution des comportements à risque. Comme mentionné précédemment, on a transcrit ces objectifs, on les a transformés en objectifs spécifiques. Le premier, c'est un objectif à long terme, c'est d'atteindre 0 blessés graves et décès en 2045. Ça vise tous les types d'usagers de la route, autant les piétons, cyclistes, automobilistes, etc. On a un deuxième objectif qui est calqué sur le premier, mais celui-ci est à court terme. Donc, on veut, dès 2030, réduire de 10 % les collisions engendrant des blessés graves et des décès. Pourquoi 10 %? Pourquoi pas aller vers un chiffre 25 qui représenterait la moitié, le quart, la proportion parfaite? On est déjà dans une tendance à la hausse, là. Donc, on doit changer la tendance, on doit réduire les accidents et aussi, donc déjà là, c'est un bon défi d'inverser cette tendance-là. Et on a aussi certaines actions qui prennent un certain temps à mettre en place. Donc, ce n'est pas toutes les actions qu'on peut réaliser en sécurité routière qui sont effectives dès le lendemain. Donc, on croit qu'en visant un 10 % sur le premier bloc de 5 ans, on est dans une cible atteignable. On a un prochain objectif, celui-ci est directement lié au transport actif, c'est de réduire le nombre de blessés et de blessés et de décès de 15 % chez les usagers de transport actif à court terme 2030. La nuance comparée aux autres, c'est qu'on vise vraiment transport actif et on inclut également les blessés légers dans l'objectif. Puisque les usagers de transport actif sont les plus vulnérables, parfois la marge est mince entre un blessé léger et un blessé grave. C'est pourquoi on a voulu élargir le spectre pour celui-ci. Finalement, on a comme autre objectif d'augmenter le sentiment de sécurité de tous les types d'usagers du réseau routier. Par le fait même aussi, la CSDS a l'intention d'adhérer à la vision zéro. La vision zéro, ce que c'est, ça a été mis en... C'est une philosophie selon laquelle les accidents, selon laquelle les blessés graves et les décès sont inacceptables et qu'on peut tout de même avoir une mobilité adéquate en les enrayant. Ça a été introduit au début en Suède, à la fin des années 90. Ça a été repris par plusieurs organisations depuis. Le Canada a adhéré à Vision Zéro dans son plan d'action. Le ministère des Transports a récemment adhéré à Vision Zéro dans son plan d'action 2023-2028. Donc, il y a plusieurs grandes organisations, plusieurs grandes villes au Québec également. Pour y arriver, pour atteindre la Vision Zéro, c'est l'approche du système sûr qui est préconisée. Le système sûr, c'est un processus intégré et complet visant à améliorer les performances en matière de sécurité du réseau de transport qui permet les erreurs et qui élimine les décès et blessures graves prévisibles. Il y a plusieurs grands principes pour l'atteinte de ce système. Je vais commencer par vous énumérer les principes, vous les expliquer, puis après, on va passer sur les piliers. Les principes sont que les décès et les blessures graves, les décès et les blessures sont inacceptables. On ne peut pas tolérer que ça arrive sur notre réseau. Autre principe important, les personnes font des erreurs. Donc, on doit prévoir des infrastructures qui sont permissives en lien avec les erreurs des différents usagers. Les personnes sont vulnérables. Les personnes ont des limites physiques à ce qu'ils peuvent soutenir comme impact en cas d'accident. Autant piétons, cyclistes qu'automobilistes. Donc, on doit tenir compte que les personnes sont vulnérables. La responsabilité en sécurité routière est partagée. Une municipalité ou un organisme aurait beau faire toutes les mesures de sécurité possibles en son pouvoir. Si les usagers ne respectent pas plus le code de la route, on n'est pas plus avancé au niveau de l'atteinte de nos objectifs. Donc, c'est vraiment dans cet angle-là que la responsabilité est partagée. Ça implique les usagers et les divers acteurs du réseau routier. La sécurité est proactive, donc on veut mettre en place des actions, de la sensibilisation, tout en lien avec la sécurité avant qu'il y ait des accidents et non seulement en réaction, intervenir à des endroits qui sont accidentogènes, par exemple. Et le plus important, c'est que le chevauchement des mesures est crucial. Puis comme on va le voir dans nos objectifs spécifiques, pas les objectifs spécifiques, mais nos axes d'intervention que nous allons présenter à la prochaine diapositive, on s'est pas mal calqué là-dessus. On a voulu garder cette orientation-là. Dans les piliers, on a un aménagement, je vais résumer les principaux piliers et le pourquoi, c'est leur part importante.
On a un aménagement du territoire sûr. C'est connu qu'un aménagement du territoire qui permet que les gens résident près de leur lieu de destination, bien, ça diminue la dépendance à l'auto, ça diminue les distances de parcours aussi entre les différentes destinations, ça diminue l'exposition au risque. Donc, un aménagement du territoire qui est sûr, ça permet d'avoir c'est un gain pour la sécurité. Au niveau des vitesses, on a des vitesses sûres. C'est connu aussi que la vitesse, plus une vitesse pratiquée est élevée, plus le temps de perception et de réaction est élevé. Ce que ça correspond, c'est le temps qu'un conducteur a pour percevoir un danger et réagir. En plus de ça, le temps, plus la vitesse est élevée, plus les distances de freinage sont élevées. Donc, ces deux facteurs-là amènent quand même une augmentation du risque d'accident avec la vitesse. De plus, c'est connu que plus la vitesse est élevée, plus les conséquences d'un accident sont graves, donc la gravité est généralement plus élevée. Donc, le volet vitesse sûre, c'est un des paramètres très importants dans l'approche. Il considère également le volet que les personnes sont vulnérables également, donc la limite physique que les gens peuvent soutenir en cas d'accident. Ensuite, on a le volet vitesse sûre, l'application, ça peut se faire de différentes façons. On est capable de réduire les vitesses affichées à certains endroits, s'assurer que les vitesses pratiquées respectent les vitesses affichées. Donc, ça a deux volets également. On a les usagers de la route sûre. On parlait d'avoir des usagers, on parlait que la sécurité est partagée, la responsabilité est partagée. Donc, les usagers de la route, eux, ont évidemment leur responsabilité. Donc, on veut des usagers de la route qui respectent les limites de vitesse, qui respectent le code de sécurité routière, dont les règles en vigueur. Rapidement, les véhicules sûrs, bien que c'est en dehors de notre champ d'expertise au niveau du municipal, mais on sait que depuis plusieurs années, les systèmes de sécurité des véhicules s'améliorent constamment. On a juste à penser au système de coussins gonflables partout dans la voiture, alerte changement de voie, système de freinage automatique. C'est toutes des choses qu'il y a 10 ans, on n'avait pas nécessairement dans les véhicules. Et finalement, une conception routière sûre, bien, on veut avoir une conception routière qui est prévisible pour les usagers, qui permet aussi les erreurs. Donc, ce sont les grands volets du système sûr. J'ai pris un certain temps à vous présenter le tout parce que ça met un peu en contexte qu'est-ce qu'on veut faire comme axe d'intervention pour les différentes actions au niveau de la politique de sécurité routière. Donc, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, les axes d'intervention sont des familles d'actions. Donc, des regroupements d'actions, comme par exemple avec la vitesse. Différentes actions qui ont été avancées et discutées. On les avait séparés en 13 axes. Donc, je vais vous les énumérer, puis on va vous les présenter plus tard là, dans le plan d'action, ce qui est retenu. Donc, on avait commencé par la vitesse. Ensuite, on a parlé de transport actif, tout ce qui est en lien avec la sécurité de transport actif, mais on a aussi des actions en lien avec le déploiement. Le stationnement sur rue, les outils de planification comme le plan de mobilité durable intégré, le plan d'urbanisme, les feux de circulation, les accidents et sites problématiques, donc les endroits où proviennent plus d'accidents qu'ils ne devraient, le transport en commun, les chantiers, les véhicules lourds, l'entretien, adhésion de la population et partage d'informations, donc tout ce qui est en lien avec la communication, la sensibilisation et la prévention et le contrôle policier. Ça nous amène à notre plan d'action. Donc, on propose un plan d'action pour les années 2026 à 2030. Comme mentionné précédemment, un plan d'action 5 ans qui est arrimé avec nos objectifs à court terme. On se rappelle, on a plusieurs objectifs à court terme, réduire le nombre de blessés, réduire de 10 % les blessés graves et décès d'ici 2030, réduire de 15 % les blessés et décès en transport actif d'ici 2030. Donc, avoir un plan d'action de 5 ans jusqu'à 2030, on est arrimé avec nos objectifs. Ça permet également de corriger le tir si on a des écarts par rapport à ce qu'on souhaite au niveau de nos objectifs à long terme. Pour y parvenir, on a effectué un exercice de priorisation où on a maintenu les actions les plus prometteuses au niveau de la sécurité routière et les plus efficaces. Donc, dans le cadre de cette opération-là, on a environ une vingtaine d'actions qui n'ont pas été priorisées. Ces actions-là, ça ne veut pas dire qu'on ne les fera pas. Ça veut plutôt dire qu'ils n'ont pas été priorisées au premier plan d'action. Donc, sont reportées au prochain. On va pouvoir faire l'exercice dans 5 ans à savoir s'ils devraient être intégrés.
Donc, au total, on a un plan d'action de 73 actions en lien avec la sécurité routière. Il y a 45 actions existantes qui sont maintenues. On a 28 nouvelles actions qui sont proposées. L'action phare envisagée dans le cadre de la politique, c'est la réduction de la vitesse affichée dans les rues locales résidentielles. Comme j'expliquais plus tôt, la vitesse sûre, c'est un des volets les plus importants là, pour atteindre la vision zéro, donc nos objectifs de sécurité. Donc, on vise beaucoup là-dessus. Pourquoi les rues locales? C'est un endroit où les gens sont vraiment plus sensibilisés également là, à l'impact de la vitesse sur leur milieu de vie. Donc, on veut vraiment améliorer la sécurité dans ce secteur-là. On considère aussi que les gens bien sensibilisés sur l'impact de la vitesse dans leur secteur vont garder des bonnes habitudes d'ailleurs sur le réseau routier. Donc, c'est un premier geste en lien avec la vitesse. J'ai résumé certaines des principales actions en regroupement, là, les principales actions du plan d'action pour expliquer aux gens ce qu'on vise faire. Donc, on a une multitude d'actions de différentes natures en lien avec la vitesse qui ont pour objectif de premièrement, réduire la vitesse affichée dans les rues locales résidentielles. Ensuite, faire respecter la vitesse affichée. Ça peut être par des mesures de modération, de la sensibilisation, notre façon de concevoir les chaussées, souvent on rétrécit la chaussée, etc. On veut aussi réduire en tout temps la vitesse dans les zones scolaires, mettre des mesures de modération de la circulation. Donc, des dos d'âne, radars pédagogiques, marquage. C'est une action qui est en cours, là, qu'on a une bonne progression là, sur celle-ci. Ensuite, on a au niveau des accidents et sites potentiellement problématiques. Donc, c'est des sites, les sites potentiellement problématiques, ce sont des sites où il survient, pour le résumer de façon simple, plus d'accidents qu'il ne devrait, comparé à d'autres sites similaires, et où les accidents sont généralement plus graves qu'ils ne devraient dans d'autres endroits similaires. Donc, on a différentes actions en lien avec cette thématique-là. Notre première, c'est d'identifier les sites problématiques et accidentogènes. On a déjà fait l'exercice qu'on avait déposé en 2020 pour identifier tous ces sites-là qui sont accidentogènes au niveau de la sécurité. On considère quand même que 2020, là, ça commence à faire longtemps. Là, donc, on veut mettre à jour ces informations-là. On veut étudier et sécuriser ces sites, donc faire des études de sécurité complémentaires, intervenir aux besoins. On veut aussi, on a des actions en lien pour considérer de façon centrale la sécurité dans nos projets de tout type. Donc, dans notre conception de nos ouvrages, on parle que ce soit des nouvelles rues, les réfections de rues existantes, le déploiement de nouvelles infrastructures, etc. Donc, on veut vraiment que la sécurité soit intégrée de façon centrale. Parvenir, on implique un ingénieur en transport sur tous ces types de projets-là. Et on continue également à adresser les requêtes de citoyens. On les analyse et on prend action aux besoins. Au niveau des transports actifs, les principales actions retenues, je rappelle qu'on est arrimé avec le plan de mobilité durable et intégré. Donc, on a beaucoup d'actions qui sont en lien avec le déploiement et la sécurisation des infrastructures, autant au niveau des trottoirs, des liens cyclables. On propose une grande attention également à la sécurisation des zones cyclables, des corridors scolaires, brigadiers scolaires, donc des évaluations plus fréquentes. On veut compléter aussi la sécurisation des passages pour piétons, assurer un éclairage adéquat des routes et améliorer l'accessibilité universelle. Au niveau de l'adhésion de la population, donc tout ce qui est communication, sensibilisation, principale action, on veut effectuer un plan de communication, sensibilisation, mobilisation pour la politique. Donc vraiment dans sa globalité qui est arrimée avec les objectifs, les actions qui vont être effectuées à chaque année. Mais on souhaite également maintenir les campagnes existantes. Donc, on a des campagnes existantes en zone scolaire, sur les chantiers, on a la stratégie globale d'apaisement de la circulation, des programmes tels que Bon Pied, Bon Oeil. Et finalement, je ne vous énumérerai pas toutes les actions des autres thématiques. Je vais juste vous énumérer les thématiques. Il nous reste, on a différentes actions de différentes natures en lien avec les outils de planification, le plan d'urbanisme, PMDI, le stationnement sur rue, les feux de circulation, le transport en commun, les chantiers et la circulation lourde. Ça nous amène aux activités de participation publique. On a eu 2 activités de participation publique dans le cadre de la politique. La première, c'est une activité de grand public. Ça a été fait sous forme de sondage par une firme externe, la firme Finot, qui a été effectué en ligne du 17 au 27 avril 2025. On a eu 2743 personnes répondantes. La compilation des résultats
est en cours. Donc, on va pouvoir vous expliquer le tout quand on aura les résultats détaillés. Au niveau de l'activité des partenaires, on a fait une activité des partenaires en salle dans le cadre du comité consultatif en mobilité. Ça s'est tenu lundi, donc le 5 mai. Et ça également, là, on est en train de rapatrier les résultats. Notre intention est de présenter tout lors du dépôt de la politique finale. Ce qui nous amène aux prochaines étapes pour finaliser la politique, donc les grandes étapes en vue de son approbation. Bien, nous, on va recueillir les commentaires de la commission pour intégrer, faire une prochaine émission. Par la suite, ça va être l'approbation de la politique par la commission, la recommandation de la politique au conseil municipal par la commission et finalement, la politique devrait être approuvée par le conseil municipal. Nous, on vise finir le tout au courant de l'été 2025. C'était tout pour la présentation. Merci beaucoup. C'était quand même une grosse présentation, vraiment très, 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 très résumée, parce qu'on s'entend qu'on a travaillé depuis des mois là-dessus. Il y avait vraiment beaucoup de dossiers, de points à prioriser, comme vous l'aviez bien dit au début. Puis, ça fait quand même beaucoup d'actions aussi dans le plan d'action. Donc, on serait rendu à la période de questions. Est-ce que parmi les membres de la commission, il y a des commentaires? J'ai aucun problème. On a déjà beaucoup donné nos commentaires tout au long de la démarche, fait que je vais arriver à la fin. OK. Ben, peut-être juste lever la main en ligne. Ah, Madame Dauphiné, allez-y. Oui, donc merci pour le bilan. Moi, c'est la première fois que je le voyais, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, si j'ai bien compris, la politique comprend un plan d'action, c'est ça qui est prévu. Si c'est le cas, je suis très contente parce qu'on a eu des politiques qui nous ont été présentées dernièrement sans plan d'action et je trouvais ça difficile à accepter une politique sans trop savoir comment on va l'implanter, puis si on a les moyens. Vous avez parlé que dorénavant, on va viser le risque zéro, un peu comme il se fait dans certains pays. Je me demandais, est-ce qu'il y a eu des estimations qui ont été faites sur combien il faut rajouter d'argent pour viser le risque zéro comparativement à dire on voudrait réduire, par exemple, de moitié le nombre de blessés graves ou d'accidents mortels? Est-ce qu'il y a eu des choses par rapport à ça? Et sur la largeur des rues, moi, j'ai un petit commentaire. Donc, on dit on réduit la largeur des rues, j'ai bien compris, pour réduire la vitesse des automobiles. Cependant, les marcheurs, ce qu'on observe souvent, c'est qu'il y a plusieurs rues qui n'ont pas de trottoir. Puis quand on réduit la largeur des rues, bien là, le piéton, on marche beaucoup plus vers le centre de la rue ou beaucoup plus près des automobiles que quand la rue est plus large. Puis là, tu as l'auto qui passe, tu as un, deux, trois pieds, puis là, toi, le piéton, tu es là. Fait que ça, je me demandais comment vous conciliez ça du point de vue du piéton, le fait de marcher beaucoup plus près des autos qui sont stationnés, puis des autos qui roulent. Ça, donc, puis l'affaire du risque zéro. Bien, je vais commencer pour le plan d'action. Oui, on a travaillé un plan d'action. On a un plan d'action avec chacune des actions est chiffrée puis positionnée dans le temps. On ne la dévoile pas aujourd'hui en détail. On veut laisser l'occasion aux membres de la commission d'en prendre connaissance avant que ça devienne public. Donc, mais oui, soyez rassurés, on a un plan d'action qui est positionné, chiffré dans le temps, réaliste. Au niveau de la deuxième question, vision zéro, combien coûte l'atteinte de vision zéro en l'absolu? C'est très difficile à évaluer parce que, comme on indique, le risque zéro n'existe pas. Il y a de la part de responsabilité de tout le monde, autant au niveau des infrastructures, du côté des citoyens à l'adhésion, le respect de la signalisation, etc. Donc, non, on n'a pas évalué qu'est-ce que ce serait être un 100% réduire le risque zéro, mais on propose un plan d'action qui semble réaliste dans cette approche pour atteindre nos objectifs.
Et le dernier commentaire était concernant les largeurs de rue versus parfois quand il n'y a pas de trottoir, que les citoyens doivent marcher dans la rue. Soyez rassurés, lorsqu'on évalue justement les conceptions routières pour déterminer la largeur de la chaussée, les aménagements, c'est quelque chose qui est considéré. Puis on va pas, on considère les débits de circulation, donc on fait ça souvent avec des rues où il y a un débit de circulation assez faible. Et lorsqu'on a absence de trottoir, on ne va pas aussi loin en rétrécissement de largeur de rue que lorsqu'il y a des trottoirs, là. Donc, on veut garder quand même un espace résiduel pour les piétons. On considère le nombre de stationnements qui sont occupés aussi. Par exemple, une rue où il n'y a pas de stationnement sur chaussée, il reste de l'espace. Une rue où il y a du stationnement sur chaussée partout, ben, là, c'est vrai qu'il y a des enjeux. Donc, ce n'est pas une rue nécessairement qu'on irait rétrécir sans trottoir. Est-ce que ça répondait à vos questions, Mme Dauphiné? Oui, puis peut-être juste si vous avez la chance d'aller voir la rue Lévesque, là, près du Marais, puis de la rue Saint-François, là, c'est une rue qui a été très rétrécie. Puis, il y a des moments dans l'année où pour les piétons, là, c'est vraiment pas agréable de marcher là. Et c'est même plus dangereux. Merci. Merci. Madame Godbout, aviez-vous des questions? Allez-y. Ben, en fait, j'avais quelques préoccupations, là. C'est sûr que, parce que je vous avais écrit, Madame la Présidente, là, je crois sincèrement que la vitesse affichée est quand même au cœur là, de cette politique-là, de choisir entre le 30 ou le 40 km/h dans les rues locales. Puis je pense que ça va avoir une incidence sur les aménagements. Là, veut pas, ça va avoir un impact. Fait que c'est tant aussi longtemps que le Conseil ne se prononcera pas là-dessus, ça va être de voir après ça, le reste, comment on complète ou on s'assure de la cohérence de ça. Des fois, ça prend un élément clé et après ça, ben, le fil conducteur doit s'aligner avec cet élément clé-là. Puis pour moi, c'est ça. Fait que moi, je pense qu'il faut vraiment très rapidement, là, dans nos échanges, je n'avais pas très bien compris exactement à quel moment là, que cette discussion-là va avoir lieu. Fait que ça, je pense que c'est important là, de le préciser. Là, on comprend que c'est une version préliminaire qu'on a aujourd'hui, mais évidemment, c'est la priorisation en fonction de ça. Fait que, la suite, pour moi, est importante parce que là, ça reste des grands énoncés généraux, là, ce qui est présenté aujourd'hui, mais en même temps, j'ai participé à quand même quelques ateliers, puis ben, tout ça, ça fonctionne, mais l'enjeu, c'est la priorisation. Puis, à 73 actions, j'ai hâte de voir comment la mairesse ça va réagir à ça, là, parce qu'il y avait combien d'actions dans votre plan, madame? Ah, 48. Bon, OK. Fait qu'on est rendu à 73. On va en faire un cauchemar. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que je voulais voir, là. En fait, dans les échanges de courriels, pour répondre à cette question-là, ce que j'avais dit, c'était qu'en atelier de travail. Ça prend votre micro, peut-être, je pense. Pardon? Entendez-vous? Vous m'entendez? Pas très fort. M'entendez-vous? Ah oui, c'est bon. Donc, dans les échanges courriels, ce que je disais, c'est que la décision l'avis des membres de la commission concernant le 30 ou le 40 km/h, on allait, dans le fond, en discuter en atelier de travail tout de suite après la séance publique ici. Donc, c'est ce que j'ai dit. Ça va vous être présenté à la séance de juin. Donc, la politique complète avec l'avis des membres de la commission en juin. Tous les élus sont invités à venir discuter avec nous à cette séance-là. Puis, les membres de la commission étaient d'avis de vouloir présenter aussi la politique en plénier public le jour même où ça passerait en conseil municipal. Donc, vous avez encore la possibilité d'en parler, mais c'est sûr que là, la politique à ce moment-là va être définitive parce qu'il va y avoir eu la recommandation des membres de la commission. Fait que, en juin, ça va être là que vous allez pouvoir. Donc, à la commission de juin, il va y avoir une discussion sur la recommandation de la commission. Donc, ça pourra quand même être renversé. Pas à la commission parce que c'est les membres de la commission qui font leurs recommandations. On a eu le mandat de présenter notre avis au conseil municipal. Donc, vous pouvez venir en discuter, vous pouvez essayer de nous influencer, ça, il n'y a aucun problème. Mais la politique, c'est les membres de la commission qui ont travaillé dessus. Sauf que là, je comprends que le rapport du sondage n'est pas. Vous n'avez pas accès au sondage s'il est encore en évolution. C'est ça que j'ai entendu tout à l'heure. Fait que là, vous allez avoir une discussion, puis vous n'avez pas encore les résultats de ce que les citoyens pensent? OK, donc
peut-être le micro. Oui, mais là, c'est parce que moi, je comprends que vous allez avoir la discussion sur le 30 km/h là, après la séance, en huis clos. On les présente tantôt après la séance publique. Ah, OK. OK, mais ils sont finales. Oui. OK, ils sont pas en... C'est parce que là, c'était écrit qu'il dit que c'était en cours d'analyse. C'est en cours parce qu'on est en public, mais ça va être, OK. ça va être présenté un peu plus tard. Est-ce que vous aviez Mais le des plus tard, questions? c'était comme Madame Godbout, pas clair. aviez-vous des questions par rapport à ce qui a été présenté dans la Ben, présentation? c'est parce que je suis préoccupée, moi, par un peu le processus, honnêtement, là, parce que la priorisation, j'imagine qu'après ça, quand la phase 2, ça va être aussi la priorisation de est-ce qu'on va On voir? a déjà fait la priorisation entre nous en atelier de travail. Vous avez même participé à certains éléments. Oui. Mais là, dans le fond, en ce moment, là, sur ce que vous avez vu sur la présentation, aviez-vous des questions? Ben, j'ai pas de questions, mais il va y avoir quand même des choix à faire. Non, on n'a pas de choix? Les membres de la commission ont déjà statué sur la priorisation. C'est pour ça qu'au début de la présentation, on a dit qu'il y a 20 actions qui allaient être reportées au prochain plan d'action si on a terminé toutes les... Mais ça, est-ce que ça va nous être présenté? Ben, vous pouvez... Parce que c'est le conseil qui adopte, fait que... Oui, vous allez... En juin, oui, c'est ça. OK, ça, c'est la phase 2, ça va être ça? Oui, sauf que OK. nous, les membres de la commission, on a déjà fait ce travail-là. OK. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à la présentation? Non, j'avais pas de questions, là, mais comme je vous dis, moi, c'est le 30 km/h qui me préoccupe. OK. La politique couvre vraiment beaucoup plus que juste le 30 km/h. On parle des requêtes citoyennes qui vont être répondues vraiment beaucoup plus rapidement. On parle de la vision zéro tout à l'heure qu'on a parlé. On parle j'ai parlé des 13 actions, les flux de circulation, le transport en commun, la mobilité durable, l'aménagement du territoire. Il y a vraiment beaucoup. Mais on faisait déjà tout ça, là. C'est juste que c'est consigné dans un document? Oui. OK. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas juste la vitesse dans la politique. Fait que c'est pour ça que je me demandais si vous aviez d'autres questions, mais si vous n'en avez pas d'autres, on pourra passer à quelqu'un d'autre. Madame Berthold? Dauphiné avait la main levée avant moi. Est-ce que c'est une vieille main, Madame Dauphiné? Non, ben c'est que là, le sondage, donc, il est prêt, mais il ne nous a pas été présenté. On nous fait nous déplacer. Puis là, il va falloir revenir en juin. Madame Dauphiné, on l'a dit déjà dans l'ordre du jour et je vous ai déjà répondu par courriel. Nous avons une discussion en atelier de travail sur ce sujet-là. En ce moment, on vous présente la politique, une version préliminaire, puis vous allez avoir les résultats du sondage et tout ça quand nous, on va avoir statué sur le 30 ou le 40 km/h à la prochaine séance de la commission. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté en ce moment, c'est parfait. Mais si vous avez des questions par rapport au sondage et tout ça, même nous, on ne les a pas vus encore les résultats, on va les voir en atelier de travail après. Okay. Puis c'est le 5 juin là, qu'on revient en commission, puis que là, on va tout avoir. Exact. OK, merci. Madame. Bon, OK. On a fait du chemin depuis juillet 2021. Je pense que c'est ce qui est important à souligner aujourd'hui parce qu'on avait commencé avec nos requêtes citoyennes et tout ça. Puis là, ça gradue et on apporte des actions, le plan d'action et tout ça dans la politique qui n'existait pas, mais qui existe maintenant. Je pense que vous avez fait de l'excellent travail là-dedans. Bravo, les gars. Bravo, Caroline, avec tout les gars, parce qu'ils sont là, Patrice et Stéphane. Les garçons de Caroline, oui, Madame Gravel. Moi, je trouve ça très encourageant comme politique parce que je lisais la Ville de Québec, la politique, puis on se rapproche pas mal de ce qu'ils font. Puis je pense que ça fonctionne parce qu'ils l'ont mis en marche beaucoup en avant de nous, là, avant nous. Donc là, je pense que ce qui est important de clarifier pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde concernant aujourd'hui, c'est qu'on a des membres, si vous me permettez, Madame la Présidente, on a des membres qui font partie de la commission. Comme à la CAT, on n'a jamais d'espace, uniquement les membres pour travailler, et c'est ce qu'on a réclamé depuis 4 ans. Et finalement, c'est arrivé dans la dernière année où on avait des moments où les membres uniquement, et non pas tous les élus, participaient aux délibérations pour que nous, on puisse faire permettez-moi l'expression anglaise, mais du brainstorming, puis échanger nos idées, parce que finalement, nous sommes mandatés, nous sommes délégués par le conseil municipal à faire ce job-là. C'est sûr et certain que nous, après, on se rencontre, on va prendre notre enlignement qui va vous être présenté à la prochaine commission. En commission,
On ne peut pas changer ce qui est présenté. Par contre, au moment du plénier ou à l'adoption par le conseil municipal, je pense que c'est au mois d'août, là, si je me souviens bien, mais à ce moment-là, comme dans tout autre dossier, bien, il y aura des amendements qui seront possibles. C'est pas même si la commission dit on veut ça, bien, il y aura toujours des amendements qui seront possibles que vous pourrez faire au sein du conseil municipal parce que le conseil municipal est souverain. Alors, je pense que ce n'est pas une question de ne pas vouloir partager l'information avec vous. Je pense que nous, on veut prendre du temps pour voir c'est quoi les résultats, on s'enligne vers quoi, puis quelle sera la meilleure recommandation pour la vitesse dans nos rues avec cette nouvelle politique. Voilà, c'est mon point. Si je peux me permettre aussi, en fait, l'atelier de travail que vous avez eu avec les parties prenantes, ça s'est déroulé lundi, il y a 3 jours. Donc, le temps de colliger toutes les informations, le sondage, les résultats de votre rencontre avec les parties prenantes, ça prend du temps. Vous aviez en plus la présentation à nous faire. Vous nous avez envoyé aussi la politique qui compte 178 pages à peu près, quelque chose comme ça. 113? Non, c'est l'autre document qui est 178. Donc, ça fait quand même énormément de matériel que vous avez eu à faire en très peu de temps. Donc, je comprends quand même qu'on a besoin d'avoir un atelier de travail entre nous pour pouvoir en discuter et échanger là-dessus. Mais toute cette documentation-là va vous être partagée là, sans problème. C'est juste qu'on a besoin d'un atelier de travail pour en discuter. Madame Robichaud? Oui, bien, j'ai une petite question, puis peut-être que vous avez à moitié répondu, mais moi, j'ai eu le document de 113 pages là, qui était le rapport pour nous aider à faire une recommandation tantôt. Je n'ai pas eu celui de 178 pages, mais c'est que je me demandais quand que, si je fais une comparaison, mettons, avec la politique du sport, c'est qu'après le plan qu'on avait eu, on a eu une version, une première version écrite, tout ce que là, on pouvait dire, nous, on ne comprend pas ça. Tu sais, parce que là, c'est comme un plan, mais il n'y a pas le verbatim ou le texte qui fait que parfois, tu sais, nous, on va approuver ça. Puis, dans le cheminement, on va avoir ce temps-là de dire on le reçoit, on le commande parce qu'on ne le comprend pas. Fait que, tu sais, c'est comme un échange de. Pas vous faire changer les virgules de place, c'est pas ça que je veux faire, mais plus la compréhension de. C'est ça que vous alliez dire. Mais non, mais c'est ça, mais c'est la compréhension. Des fois, dans votre jargon à vous versus nous, on pense pense peut-être plus comme les citoyens que vous dans vos domaines techniques. Là. Fait que, parfait. Fait que ça va arriver avant l'adoption, puis avant que ça soit rendu trop loin, finalement. OK. Merci. Madame Belrose, allez-y. Merci pour la présentation, messieurs et madame. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour la discussion que vous allez avoir tout à l'heure parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup réfléchi, là, puis je trouve ça vraiment pas évident entre le grande classe et le compte, là. Je vous ai parlé plusieurs fois là, de mes exemples de rue en serpentin où si tu vas à 35, honnêtement, c'est dangereux. Mais, tu sais, il y a d'autres rues locales que, tu sais, à 40, ça va bien, tu sais. Fait que il y a comme, selon la réalité sur le terrain, il y a tellement de variations. En tout cas, moi, j'ai de la misère à me faire une tête sur les deux vitesses. Donc, je vous souhaite bonne chance, puis j'ai très hâte de voir qu'est-ce que vous allez nous présenter le 5 juin. Puis, sinon, il y a tout l'aspect normatif, tu sais, ça aussi, on en a parlé à plusieurs répétitions, là, mais tu sais, tout ce qui est, tu sais, les distances, aménagement des rues, les passages piétons, ça prend tant de débit véhiculaire, etc. Puis, tu sais, vous avez même parlé de, tu sais, véhicules sûrs. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses, en fait, qui ne sont pas municipales. Mais il faut vraiment avoir un dialogue finalement avec l'autre palier de gouvernement. Puis ça, c'est pas, ben, tu sais, je ne sais pas, peut-être que ça sera inscrit dans la politique, mais tu sais, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait tu sais, que ça soit, on a parlé leadership, représentation politique, là, mais tu sais, il faut qu'il y ait un lien en fait avec ce qu'on vit sur le terrain, puis tout ce qui est normatif, puis vient d'un autre palier de gouvernement, à mon avis. On l'avait dans la politique. Est-ce qu'on avait quelque chose par rapport à ça? Parce qu'effectivement, Ben, on indique vraiment tout l'encadrement au niveau là, des réglementations qu'on doit respecter autant en conception, tout comme les règles de conduite, là, le code de sécurité routière. Donc, on définit vraiment. on doit s'appuyer sur la réglementation, mais là, ce qu'elle parle plus, c'est au niveau de la représentation ou de ça.
J'avais du temps avec mon passage piéton là, sur la rue Pompon, des Blés, etc. Là, mais tu sais on applique ce que le gouvernement nous demande. Puis après ça, ben non, mais c'est vrai. Puis après ça, on est comme, ben, on crée un danger parce que, ben, tu sais, là, elle ne cadre plus aux normes provinciales. Mais tu sais, moi, je trouve que ça fait pas de sens, selon moi, quand tu sais, que les normes, ils répondent pas à la vulnérabilité des usagers. Tu sais, on parle de petits-enfants d'école primaire. Fait que, tu sais, il y a comme, moi, je trouve qu'il faut quand même qu'il y ait un dialogue, tu sais, de haut, tu sais, dans les deux sens, finalement. Fait qu'il faut que ça fasse partie un peu de notre politique de dire, ben, on veut ouvrir aussi à. Puis, tu sais, là, vous parlez de véhicules sûrs, là, mais ça, c'est vraiment quelque chose de. Tu sais, on n'a vraiment aucun contrôle là-dessus, là, mais il faut quand même qu'on en parle, là, à mon avis. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regardais en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était bon. Ben, en fait, j'aimerais vous remercier vraiment pour le travail que vous avez fait dans les derniers mois. Vous nous avez mâché beaucoup, beaucoup le travail. Il y avait vraiment beaucoup de stock, beaucoup de documents, d'actions à prioriser, des questions aussi. On ne comprenait pas nécessairement tous les impacts quand on dit qu'on veut faire une politique en matière de sécurité routière. On ne s'attend pas à ce que ce soit aussi costaud. Je dirais ça comme ça. Puis le court laps de temps aussi. Vous travaillez vraiment fort en un court laps de temps. Donc, c'est très apprécié. Je pense que c'est quelque chose qui était attendu, la politique en matière de sécurité routière. On se fait questionner énormément par les citoyens. Si je pense au début du mandat, la traverse Parkland, là, il y en a eu tellement des histoires comme ça et dans chacun de nos districts, des situations où on se dit, mon Dieu, on ne pourrait pas intervenir plus vite quand une requête citoyenne arrive. On ne pourrait pas réaménager nos rues différemment pour que les gens se sentent plus en sécurité, pour que nos enfants puissent faire du vélo dans la rue, etc. Donc, je pense que cette politique-là va pouvoir répondre à toutes ces interrogations-là. Puis, je pense que c'est un beau travail que les membres de la commission ont fait. Voilà. Donc, j'aimerais aussi remercier beaucoup les membres de la commission parce qu'on a travaillé plus d'heures que ce qui était prévu dans les séances et tout ça. Puis, je vous remercie beaucoup de votre collaboration dans ce dossier-là. Donc, c'est ce qui mettrait fin à la séance. S'il n'y a pas d'autres questions, tout est beau. Oh. OK. Donc, en fait, j'aimerais vous inviter, j'ai deux invitations à vous faire. La prochaine séance est le 5 juin, effectivement, comme on l'a dit. Donc, la version finale de la politique en matière de sécurité sera présentée le 5 juin. Mais il y a aussi le 9 juin, l'Assemblée générale annuelle ou en tout cas de mi-année de la commission, parce que nous, on arrête de siéger en octobre, mais avant, les commissions arrêtent en juin. Donc, le 9 juin, surveillez le site web de la ville de Sherbrooke pour avoir tous les détails. Nous tiendrons donc notre Assemblée générale annuelle. Donc, merci d'avoir été des nôtres, puis ben, au 5 juin.